Je me présente, je m'appelle Marie-Pierre Goulet, nouvellement professeure en didactique des mathématiques au primaire à l'UQTR. Aujourd'hui, je vais tenter de relever le défi de vous résumer ma thèse de doctorat qui a été soutenue en 2018 et qui a pour titre « Étude de méthodes de résolution de problèmes écrits de mathématiques présentés au primaire, pratiques associées et effets de ces méthodes sur l'activité mathématique des élèves ». Donc, j'ai travaillé sous la direction de Dominique Voyer de l'UQAR et de Lieven Verschaffel de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Donc, je débuterai en disant que le format ou la structure de ma thèse est un peu particulière au sens où le projet a débuté avec une phase exploratoire, puis s'est poursuivi avec 3 phases subséquentes. Donc, évidemment, les phases étaient toutes liées entre elles, mais elles se distinguent quand même d'un point de vue méthodologique, ce qui fait en sorte que j'avais 3 objectifs de recherche associés à 3 méthodologies différentes. Donc, il y a beaucoup de contenu, donc j'ai dû faire des choix pour la présentation d'aujourd'hui, qui sont les suivants. Donc, d'abord, je vais vous présenter rapidement les principales conclusions de la phase exploratoire dans le but vraiment de venir situer le projet, puis d'en arriver à notre hypothèse générale de recherche qui vient chapeauter le projet dans son ensemble. Ça va m'amener à présenter les 3 principaux objectifs de recherche, puis ensuite, je vais présenter les résultats sous la forme de constats, au sens où je vais tenter de mettre en évidence ce qu'il faut retenir de la thèse. Alors, le projet a commencé, comme je le disais, avec une phase exploratoire lors de laquelle on a rencontré en entrevue individuelle 10 enseignants des 2e et 3e cycles du primaire. Puis notre objectif ici, c'était vraiment de mieux comprendre quelles sont les méthodes de résolution de problèmes qui sont utilisées dans les classes et comment elles sont présentées aux élèves. Donc, les résultats obtenus dans cette phase exploratoire-là étaient super importants parce que ça nous a permis de venir appuyer certaines observations, je dirais même certaines intuitions qu'on avait par rapport aux pratiques des enseignants relativement à l'utilisation de méthodes de résolution de problèmes, mais pour lesquelles on n'avait aucun appui scientifique. Donc, les grandes lignes de ce qui est ressorti dans la phase exploratoire pourraient se résumer ainsi. D'abord, on sait maintenant qu'il y a certains enseignants qui imposent à leurs élèves de suivre une méthode pour résoudre les problèmes qu'ils proposent en classe. Ensuite, l'utilisation de la méthode « ce que je sais, ce que je cherche » semble être une pratique qui est populaire auprès des enseignants du primaire pour venir travailler la résolution de problèmes écrits de mathématiques. Donc, vous pouvez voir à l'écran, là, ici, 2 configurations assez populaires de la méthode, une sous la forme d'une croix, puis l'autre sous la forme d'un tableau, mais dans les 2 cas, ce sont exactement les mêmes étapes. Il faut aussi savoir que cette méthode-là est diffusée dans les classes du primaire par l'entremise de cahiers et de manuels d'exercices de mathématiques. Puis, finalement, une 3e conclusion, c'est que le rôle de l'implicite semble être négligé par l'utilisation de la méthode « ce que je sais, ce que je cherche ». Donc, cette première phase exploratoire-là, combinée évidemment à l'état de connaissances, là, des connaissances scientifiques dans le domaine, nous a amené à formuler l'hypothèse générale selon laquelle la façon dont la méthode « ce que je sais, ce que je cherche » est présentée par les enseignants et utilisée par les élèves crée un écart entre la recherche et la pratique. Là, ici, il faut absolument comprendre que cette hypothèse-là, elle ne se limite pas uniquement à la méthode « ce que je sais, ce que je cherche », mais bien à toute méthode qui serait axée sur le repérage d'informations explicites dont les étapes sont présentées et utilisées de façon séquentielle. Donc, la thèse va bien au-delà de la méthode « ce que je sais, ce que je cherche ». Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a mené une étude en 3 phases dont les objectifs sont présentés à l'écran. Je ne vais pas lire tout ça, je vais vraiment vous les résumer là, sommairement. Donc, d'abord, dans la première phase de l'étude, on a travaillé avec des enseignants à l'aide d'un questionnaire. On a voulu décrire les pratiques relatives aux méthodes de résolution de problèmes qui sont présentées par les enseignants du primaire. Ensuite, pour ce qui est de la 2e phase, on s'est intéressé plus particulièrement au point de vue des élèves. Donc, ici, notre objectif, c'était de venir étudier l'utilisation de cette méthode-là par des élèves de 4e année et on s'intéressait vraiment à la démarche qu'ils mettent en œuvre lorsqu'ils résolvent des problèmes à l'aide de cette méthode-là. Et puis finalement, la 3e phase, on avait comme objectif de venir explorer les conséquences possibles de l'utilisation d'une telle méthode chez les élèves toujours de 4e année. Et on s'est intéressé plus particulièrement à 3 variables. Donc, le niveau de compréhension des énoncés de problèmes écrits, les croyances des élèves, ou je dirais les fausses croyances associées à l'activité de résolution de problèmes et leur appréciation de cette activité-là. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces 3 phases-là? D'abord, la thèse met en évidence la popularité de la méthode « ce que je sais, ce que je cherche » auprès des enseignants, mais son impopularité auprès des élèves qui, eux, n'apprécient pas cette méthode-là, qui leur est parfois proposée, mais parfois même imposée. Donc, lors de la 3e phase de l'étude, on a rencontré 104 élèves en entrevue individuelle et la majorité d'entre eux ont déclaré trouver la méthode inutile, trop longue à utiliser ou parfois même difficile à utiliser. Donc, juste pour appuyer ce premier constat-là, j'ai mis quelques statistiques à l'écran que vous pourrez consulter au besoin. Ensuite, l'ensemble des données obtenues
nous amène à conclure que les élèves doivent en fait réaliser une double tâche lorsqu'ils sont appelés à résoudre des problèmes à l'aide de cette méthode-là. Ils doivent d'une part remplir les différentes sections selon les exigences de leurs enseignants, puis ils doivent ensuite trouver la solution mathématique au problème. On voit ça, nous, comme une double tâche sans bénéfice associé parce que les résultats obtenus dans la phase 3 mettent en évidence que la méthode semble rien changer au niveau de la compréhension des élèves de notre échantillon. Donc, ils ne comprennent pas moins bien, mais ils ne comprennent pas mieux non plus. Et là, il faut savoir qu'on a travaillé avec 278 élèves. Par ailleurs, les résultats de la phase 3, qui étaient liés aux croyances des élèves, laissent envisager que l'activité de résolution de problème n'est pas vue par les élèves comme étant un processus de recherche qu'on pourrait qualifier de cyclique ou itératif. Au contraire, on constate qu'il y a environ 85% des élèves qui sont en accord avec l'affirmation « résoudre un problème écrit de mathématiques, c'est suivre des étapes dans un ordre bien précis ». Donc, ça nous amène à penser que les élèves sont, dans certains cas, davantage formés à être des exécuteurs que des solutionnaires. Puis finalement, un dernier constat en lien avec les données issues de la phase 2, cette fois-ci, serait que les élèves traitent souvent le problème en se rapportant principalement aux données explicites qui sont présentées dans l'énoncé écrit, négligeant par le fait même les données implicites à inférer. Donc, pour conclure, je dirais que pour rapprocher la recherche à la pratique, l'activité de résolution de problèmes devrait d'une part accorder aux élèves, je dirais, une liberté de réflexion qui pourrait se manifester par un choix libéré de méthodes à mettre en œuvre, ou à ne pas mettre en œuvre du tout, et d'autre part, former les élèves à venir se créer une représentation mentale du problème qui soit riche des données implicites qui, elles, peuvent être activées par la production d'inférences. Alors voilà, si vous souhaitez en connaître davantage sur la thèse ou sur les résultats qui ont été obtenus, je vous invite à consulter la liste des références que vous voyez à l'écran, qui inclut la thèse elle-même, mais aussi 4 articles en lien avec les différentes phases de la thèse, dont 3 articles scientifiques et un article professionnel. Voilà, merci beaucoup.